Bonjour à toutes et à tous. On pense souvent que le solfège est un ensemble de règles rigides pour écrire et lire la musique et que ces règles ont existé depuis que la musique existe. Parcourez dans cette série les notions les plus simples de la théorie musicale pour redécouvrir avec moi toute la richesse de ce curieux solfège. Dans une définition scolaire, on va dire que la barre de mesure est simplement une ligne verticale qui traverse la portée. Elle marque les unités métriques, c'est-à-dire qu'elle divise en groupes égaux le déroulement temporel de toute une pièce. Par exemple, dans une mesure à 3/4, on va avoir une barre chaque 3 notes ou d'une durée équivalente à 3 noirs. Dans une mesure en C barré, on va avoir une barre de mesure chaque 2 blanches ou chaque ronde par exemple. Cette définition de la barre de mesure n'est évidemment pas toujours vraie. Voici 5 particularités sur la barre de mesure. La barre de mesure n'a pas toujours existé comme nous la connaissons aujourd'hui. Durant le Moyen-Âge et en particulier dans la notation du chant grégorien, on n'a pas besoin de barre de mesure. Il n'y a aucun mètre, aucun rythme accentué, à savoir aucune échéance régulière qui soit marquée. On n'a donc pas besoin de cet indicateur. Dans la polyphonie médiévale, à savoir dès qu'on a plus qu'une voix, on trouve une disposition des partitions qui ne sont pas tout à fait comme celles que nous trouvons aujourd'hui. On va parler d'une disposition en livre de chœur. Vous voyez ici un exemple dans un motet de la fin du XIIIe siècle. Vous allez trouver le triplum, donc une des voix à gauche, le motetus à droite, et puis tout au fond de la page, en plus petit, le ténor. Il n'y a donc pas à proprement parler de partition avec les voix alignées. Il n'y a donc pas besoin de barre de mesure non plus pour aligner cette musique. Aujourd'hui, on a évidemment tendance à publier cette musique dans des éditions modernes avec des barres de mesure qui facilitent évidemment la vie des musiciens et du directeur aussi. Vous voyez ici un exemple de la pièce précédente mise en partition moderne. À la Renaissance, on est à peu près dans le même cas, à savoir on trouve principalement des livres de chœur. Vous en voyez un exemple ici avec une pièce célèbre de Josquin-des-Prés avec 4 voix, une en haut à gauche, en bas à gauche, en haut à droite et en bas à droite. On avait affaire ici à des manuscrits musicaux, donc des choses écrites à la main, mais la situation reste plus ou moins identique avec l'invention de l'imprimerie musicale par Petrucci juste après 1500. On va publier de nombreux recueils en parties séparées, à savoir chaque voix dispose d'un livre indépendant. On va donc avoir un cahier pour la voix de soprano, un cahier pour la voix d'alto, un autre cahier pour la voix de ténor et un quatrième pour la voix de basse dans le cas d'une pièce à 4 voix. Ici encore, comme chaque voix a uniquement sa propre musique, il n'y a pas lieu d'avoir des barres de mesure pour synchroniser le tout. Pour respecter cette façon de noter, certaines éditions modernes utilisent ce qu'on appelle une Mansurstrich, qui vient de l'allemand, ce qui veut dire simplement une barre de mesure qui se trouve entre les lignes et non pas au milieu d'une ligne. L'avantage principal est que la valeur d'origine est préservée puisqu'on ne va pas devoir couper une note en deux si une barre de mesure passe au milieu de cette note-là. La barre de mesure apparaît progressivement quand il est vraiment nécessaire ou difficile de synchroniser les différentes voix dans la polyphonie. Il y a quelques rares cas durant le Moyen-Âge, notamment dans quelques manuscrits de l'école de Notre-Dame de Paris, donc à savoir entre la fin du XIIe siècle et le début du XIIIe siècle. Vous voyez ici un organum à 4 voix avec quelques barres verticales qui sont disposées dans les voix. La musique n'est pas tout à fait alignée, mais ces marques proposent des points de rencontre entre les voix. En réalité, si on connaît un peu cette notation musicale très spécifique, il s'agit plutôt de silences qui séparent les différents groupes rythmiques qu'on appelle des ordines d'ailleurs. À chacun de ces signes, les chanteurs vont donc faire un silence et puis la musique redémarre par la suite. Il s'agit de quelques cas exceptionnels puisqu'on l'a vu précédemment, la polyphonie vocale s'écrit en principe sans barre de mesure. La véritable première apparition moderne de la barre de mesure se trouve dans la musique pour clavier au début du XVe siècle et plus précisément dans la décennie 1420. On trouve ces fameuses barres dans le Codex Faenza qui est donc déposé actuellement dans la ville de Faenza en Italie. Il s'agit d'une tablature pour clavier avec de très nombreuses pièces et vous voyez ici que la barre traverse les deux lignes et donc elle synchronise ici justement la main gauche et la main droite. On va retrouver durant la Renaissance le même principe dans les tablatures pour orgue ou pour luth. Vous voyez ici un exemple tiré d'une tablature pour orgue qui s'appelle la Buxheimer Orgelbuch, pareil avec des barres qui
marque des échéances précises. La pratique de ces barres de mesure pour synchroniser la musique va donc se répandre petit à petit au fil du XVIe siècle, et donc on va se trouver dans une zone un peu grise entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle, où les deux façons de faire cohabitent. Un exemple extrêmement célèbre, à cheval entre ces deux façons de faire, est un recueil de chants de John Dowland, publié en 1597. Vous voyez ici les 4 voix, avec la voix de soprano qui contient en dessous de sa ligne le reste de l'harmonie qui peut être jouée par le luth. Et donc cette voix-là particulièrement va avoir des barres de mesure, puisqu'on va synchroniser le soprano. Et puis sur la droite, vous avez les 3 autres voix, alto, ténor, basse, dans un format en parties séparées, puisqu'il y a les lignes pour l'alto, les lignes pour le ténor et les lignes pour la basse, qui ne contiennent donc pas de barre de mesure. Dès le XVIIe siècle, la barre de mesure va acquérir un nouveau rôle, celui de la gestion métrique de la musique. Sous l'influence croissante de la danse dans la musique instrumentale baroque, on va prendre l'habitude de marquer l'accent principal juste après la barre de mesure, donc en première position dans la mesure. Il y a toutefois de nombreuses exceptions à ce principe moderne, avec de nombreux barrages irréguliers, par exemple chaque 5 temps, 6 temps, voire 7 temps, ou même un peu plus long. Ce sont des choses qu'on peut trouver très souvent au début de l'opéra, dans les partitions, au XVIIe siècle. Il y a parfois aussi des anciennes conventions de notation qui rentrent en contradiction avec ce principe nouveau de régulateur métrique. À la fin du XVIe siècle, on a pris l'habitude d'utiliser le signe C barré pour indiquer un tempo rapide. Vous pouvez voir dans cet exemple une gaillarde, qui est donc une danse ternaire rapide, ici qui est publiée par Gardano en Italie. Comme il veut indiquer une danse rapide, il va utiliser le C barré, qu'on barre normalement chaque 2 temps ou 4 temps, mais ce barrage est en totale contradiction avec la musique qui, elle, est à 3 temps. Vous voyez donc ici une transcription moderne qui respecte ce barrage, avec donc chaque 4 blanches une barre de mesure. Mais en réalité, la musique est ternaire. Il faut donc réécrire cette musique en mettant les barres de mesure aux bons endroits, à savoir chaque 3 temps, comme vous pouvez le voir ici dans cette édition moderne. Dans un contexte où la barre de mesure est devenue la norme, l'absence de barre a aussi évidemment une signification. Un des exemples les plus célèbres est peut-être celui du prélude non mesuré à la française. Il s'agit d'une pièce qui débute une suite de danses, donc les danses sont toutes caractérisées par un mètre, binaire, ternaire, et donc sont barrées de façon régulière. Mais cette première pièce, qui sert d'introduction, est vraiment écrite de façon libre et totalement sans mesure. On trouve de très nombreux exemples chez Couperin, et ici vous voyez une partition tirée d'un prélude d'Élisabeth Jacquet de la Guerre et qui est publiée en 1687. Vous voyez que les notes sont simplement placées dans l'ordre où elles doivent être jouées, mais il n'y a pas de schéma régulier ou de mètre perceptible, et donc pas de barre de mesure. Dans la musique plus moderne, au XXe siècle en particulier, on a une pratique beaucoup plus libre de la barre de mesure. Ça dépend évidemment des compositeurs. Si on prend Stravinsky, il va avoir tendance à placer les barres de mesure là où il veut un accent tout de suite après. C'est ainsi qu'on trouve dans le Sacre du Printemps de 1913 de très nombreuses barres de mesure qui sont placées de façon tout à fait irrégulière et qui vont à l'encontre d'un modèle métrique régulier. Dans le solfège moderne, la barre de mesure délimite aussi la zone où un dièse ou un bémol est valable. En principe, on apprend qu'un dièse est valable depuis le moment où il apparaît jusqu'à la fin de la mesure où il se trouve. Cette règle est assez récente et en réalité jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, ça n'est pas du tout l'usage. Pour la génération fin baroque, à savoir Handel et Bach, on inscrit les altérations devant toutes les notes à l'intérieur d'une même mesure. Vous pouvez voir ici un exemple du début de sa Passion selon saint Matthieu à la 3e mesure. Vous avez un Do dièse qui est valable aussi un tout petit peu plus loin et le Ré dièse qui est aussi valable une 2e fois dans la même mesure. Si on regarde le manuscrit autographe, donc de la main de Bach, on voit qu'il prend la peine de réécrire sur chaque note l'altération en question. Comme vous l'avez vu, la portée n'est pas une simple notion théorique, mais bien un objet avec une histoire et une évolution. Je vous remercie de votre attention, vous pouvez vous abonner ou laisser un commentaire.